Bienvenue dans un nouveau live kanji. On va continuer à étudier les kanji ensemble en mode relax avec, on va commencer par le numéro 89. Et ouais, on avance doucement, doucement. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, bah c'est simple, vous vous abonnez partout, vous en parlez à vos amis et vous pouvez même soutenir la chaîne avec un petit don de soutien ou un petit abonnement sur Twitch ou des cheers, bref, tout ce que vous voulez. C'est open et merci mille fois à tous ceux qui ont déjà contribué. Vous êtes au top et franchement, je sais pas trop ce que je ferais sans vous. Voilà, voilà. Donc on y va. Je rappelle que mes sites de référence, c'est Jisho et Kohi, qui sont d'excellents sites que je vous recommande pour apprendre sans arrêt. Donc, on va se dessiner le kanji numéro 89. Je ne sais pas s'il y en a qui sont nés en 89, là, dans le chat. Donc, on va commencer par quelque chose qui ressemble beaucoup au chiffre 7. Tiac. Yes, Aeblin, né en 89, 89 power. Ce sera plus compliqué quand on sera au kanji numéro 1183. On regardera que les deux derniers chiffres à chaque fois. Hein, voilà. Bim, alors. Et là ensuite, on va mettre notre katana qui coupe. Tchouk. Et qui est très mal dessiné. Mais kanji Jisho a été sympa et l'a reconnu. Est-ce que vous le connaissez celui-là dans le chat? Coupé, coupé. Kato, kato, kato. Kato, kato, kato. Comme dans Lost in Translation. Kiru, setsu. Alors, lui, il en a un paquet de prononciation. C'est un kanji niveau N4, oui, clairement. Donc, il faut l'apprendre assez tôt. Hein. On le trouve dans plein de mots. Il peut se prononcer aussi sai. Pas trop de... Ah oui, comme dans Issai. Tout à fait. Je n'aurais pas pensé spontanément. Voilà, et vous voyez que kiru, le verbe kiru, il est souvent en suffixe, avec gire, giri, ce genre de petites joyeusetés. Donc ça veut dire couper tout ça. On a un truc qui ressemble au 7, et après on a un sabre. Moi, perso, ça me fait un peu penser au 7 samouraï. Mais c'est peut-être que moi, je sais pas. Et dans ma caméra, elle n'est pas bien positionnée là. Bim. Là, c'est mieux. On voit mieux ma tenue de Jedi. Aidez-nous, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir pour apprendre les kanji. D'ailleurs, Obi-Wan Kenobi, à l'origine, c'est pas pour rien qu'il a une connotation un peu asiatisante, un peu japonisante, ce nom. Au tout début, je crois que George Lucas s'était imaginé que ça allait être un personnage un peu plus genre Toshiro Mifune, voilà, qui évoquait les héros de Kurosawa, ce genre de choses. Puis après, ça a un peu changé, il est parti vers les Jedi et tout. Mais c'est pour ça qu'au départ, il y avait un petit côté japonisant, ce Obi-Wan. Donc, est-ce qu'on va voir les 7 samouraïs dans nos histoires, là? Et ben voilà, les 7 samouraïs utilisaient leur épée pour découper, couper leurs adversaires. Franchement, je sais pas si c'est la peine d'aller plus loin. Il est vraiment simple, en plus visuellement, il est... voilà, on peut y mettre de la logique, visuellement, il y a l'épée, ça veut dire couper. Franchement, il est pas trop dur ce kanji. Petit point d'attention sur l'ordre des traits si ça vous intéresse. C'est bien le fait que le trait horizontal là, même s'il est oblique, il est légèrement oblique, on le trace de la gauche vers la droite, et pas de la droite vers la gauche. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous voyez des kanji comme ça, je zoome un peu, quand vous voyez cette espèce de patte là, ça montre que ça c'est la fin du trait et pas le début. Ok? Allez, on va continuer. Donc, couper. Et là on va en avoir un autre dont on va pouvoir parler. Donc on a encore notre couteau là, notre sabre. Hop, mais cette fois-ci il est au-dessus de la bouche.
Kezako que ceci. Est-ce que ça va être reconnu? Yes. Tu m'aimes bien aujourd'hui, Chisho. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Je coupe et en dessous, c'est la bouche. Qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire? Est-ce qu'on va réussir à se faire une histoire? Séduire, appeler, faire, aller envoyer, faire venir quelqu'un. Il y a aussi d'autres sens, notamment avec ce verbe messeux, comme on trouve dans meshiagaru, qui veut dire manger, qui est une forme respectueuse, c'est du keigo, pour ceux qui s'intéressent au keigo. Meshiagaru. Sa lecture on, c'est shou. Shou. Ça, c'est pas un kanji. Alors, visuellement, il est simple. C'est pour ça qu'on a besoin de l'apprendre assez tôt. Comme toujours dans la méthode Heisig, on travaille vraiment la compréhension des signes en combinant des composants. Donc, même si on a un kanji qui n'est pas très courant, celui-là, il n'est pas si courant que ça, même si on le voit quand même pas mal. Meshiagaru, c'est pas un verbe, pas un verbe rare du tout, par exemple. Voilà, on l'apprend avant d'apprendre d'autres kanji qui utilisent ce composé-là. Est-ce qu'ils vont nous mettre d'autres? Parce que moi j'ai pensé que à ça. Shoshu. Ah oui, Shoshu, j'avais lu un texte militaire qui parlait de l'armée, et c'était la convocation. Voilà, le fait d'être convoqué, d'être mobilisé, d'être mobilisé pour l'armée, c'était ça. Shoshu. Et son pendant Ousho, qui est le fait de se présenter à une convocation de l'armée. Ok, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus? Donc le mot-clé qu'a mis Monsieur Heisig, c'est seduce, donc séduire, ce qui n'est pas faux. Mais on voit que même quand il y a un seul mot-clé, chez Heisig, il peut y avoir plusieurs sens. Donc, il y a du Naruto. Orochimaru convoque, summon, convoquer, ou séduit, avec l'épée qu'il met sur votre bouche, qu'il sort de sa bouche. Je connais pas assez Naruto, mais oula, j'ai mon bâton de fenêtre qui fait un bruit pas possible. Je connais pas assez Naruto pour avoir la référence. Je sais que Orochimaru, c'est plutôt un sale type quand même, dernière nouvelle, mais je savais pas qu'il pouvait sortir des épées de sa bouche. Vous me direz dans le chat si c'est vrai ou pas, je sais pas. Donc, I seduce the entire ground, my amazing soul. On pourrait dire que... Ah oui, je crois que je m'étais fait un truc comme ça pour retenir le sens séduire. C'était... Qu'est-ce que c'était? Oui, c'était l'idée que une épée... en fait, qu'en gros, la séduction, c'était utiliser les mots qui sortaient de sa bouche comme une arme puissante qui pouvait avoir des mots aussi tranchants qu'une épée. Voilà, je m'étais fait une image mentale un peu comme ça. Il garde une épée dans sa bouche qui s'appelle Kusanagi, comme le trésor japonais. Ouh. Tu m'en diras tant. Voilà. Donc, séduire, convoquer, ce genre de choses. On va utiliser ce petit kanji pour en faire d'autres. Chok. Le jour. Et séduire. Pas très bien dessiné, vous en conviendrez aisément. En plus, là, je suis remonté au bout, j'aurais pas dû. Parce que ça... Ah ben si, il l'a trouvé quand même. Bim. Voilà. Celui-là, bon, il est pas toujours... c'est pas le plus... Si je dis pas de bêtises, c'est Showa. Ouais, c'est bien l'air Showa. Donc, ça veut dire quelque chose, d'éclairé, comme tu dis, les Hikers, c'est quelque chose de lumineux, d'étincelant. Et je vous l'ai dit, c'est utilisé pour le mot Showa. Alors,
Bon, il est sympa, lui, il a qu'une seule prononciation, Sho, hein. Comme souvent, pas mal de kanji qui partagent le même composé sur la droite en particulier, ont une prononciation on similaire, mais pas toujours, hein, mais fréquemment. Donc il se prononce également Sho, comme le précédent qu'on a vu. Et je vous ai dit, c'est l'air Showa, hein. Au Japon, bon là, il y en a plein d'entre vous qui connaissent ça, mais pour ceux qui ne savent pas forcément ça, notamment plus les un peu plus jeunes, euh, il y a un calendrier officiel basé sur les ères déterminées par le règne des empereurs. Hein, l'ère Showa, et donc l'empereur Showa, donc qui était l'empereur Hirohito, si je dis pas de bêtises, bien sûr. C'est l'empereur qu'il y a eu notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, et donc toute la phase très sombre du Japon. Et vous voyez que l'ère Showa, ça correspond à la majorité du XXe siècle, hein, donc de fin 1926 à janvier 1989. Et voilà, maintenant on est dans l'ère Deiwa, et donc on change de nom d'ère à chaque fois qu'on change d'empereur. Et donc voilà, c'est pas rare du tout de tomber sur des textes en japonais où on va pas vous dire l'année exacte, mais vous allez voir que c'est l'année Showa 15. Et donc c'est à vous de faire le calcul en disant Showa 15, ok, alors par rapport à 1926, bam, je rajoute 15, ça fait 1941, enfin bon, moi je m'y perds aussi pas mal. Mais voilà. Après Showa, c'était Heisei, hein. Showa, ça veut dire la paix éclairée, bon, ce qui est quand même un gentil foutage de gueule parce que quand même quoi, hein, c'était quand même pas particulièrement paisible le début de l'ère Showa. Et voilà. Et souvent quand on va dire ça c'est une personne, cette personne elle est très Showa, c'est pour dire qu'elle est ringarde en fait. Hein, quand on va dire que ça c'est un papy de l'ère Showa, que c'est quelqu'un de l'ère Showa et tout, on va dire que c'est quelqu'un qui n'a pas dépassé les années 80, voire ça fait un peu quelqu'un des années 50, 60. C'est pire qu'un boomer, quoi, si vous voulez, hein, quand on dit que quelqu'un il est Showa. Donc voilà. Konnichiwa Dictionnaire, bienvenue à toi. Alors, celui-là. Donc, bon, là, on dit effectivement brillant, éclairé, shining, le mot-clé. Hein. Salut Kuroto-san, bonjour Kurot. Shining is the sun's seduction. Ok, c'est moche, je trouve pas que ça marche. The sun was shining so bright that it seduced Icarus and he flew too close. Ouh, ça j'aime bien ça. L'idée que le soleil, hein, parce que c'est le soleil, le jour là, brillait tellement qu'il a séduit Icare. Et que Icare a brûlé ses ailes. Donc si vous aimez bien la mythologie grecque, ou juste le jeu vidéo Kid Icarus, ça peut être pas mal du tout ça. Hein. J'aime bien ça, j'aime bien cette histoire. Voilà, le principe, et je vous rappelle toujours, si vous voulez faire des bonnes histoires mnémotechniques, il faut qu'elles soient à vous, qu'elles soient personnelles, qu'elles vous parlent. Donc, plus vous allez inventer des trucs vous-même qui correspondent à votre histoire personnelle, votre contexte, là où vous vivez, les gens que vous connaissez, les expériences que vous avez eues dans votre vie, plus vous avez de chances que ça tienne. En fait, on se crée un peu artificiellement des souvenirs avec ces moyens mnémotechniques. C'est ça qui est pas mal. Alors, le suivant. Qui dit Carus, ton cauchemar, marmonnette. Et il est ignoble ce jeu. J'y avais rejoué un peu quand je m'étais acheté la NES Mini. Et c'était. Je l'avais pas à l'époque où j'avais une Nintendo, moi, quand j'étais petit. Mais ouais, c'est horrible ce jeu. C'est presque injouable. Donc, ouais, l'absence de sauvegarde, trop violent, quoi.
Donc, où j'en suis là? Alors, attends. Ah, Crotte, tu me fais plaisir, Yomi-chan, indispensable, les amis, indispensable, Yomi-chan. Hein. Il y en a un aussi, j'ai encore oublié son nom. Il y en a un autre qui est vachement bien. Mais bon, perso, Yomi-chan, c'est celui que je préfère. Hein. Likai-kun, il s'appelle Likai-kun. Et il y en a pas mal qui l'aiment bien aussi. Bref, mais que ce soit Likai-kun ou Yomi-chan, installez-vous un plugin sur votre navigateur pour lire les choses en japonais. Hein. Ça va vous faire gagner un temps de dingue, vous allez vous créer des flashcards, bref, c'est la teuf. Alors, donc celui-là, que n'a pas vraiment voulu me reconnaître, là, il est loin. Donc vous voyez, il y a le... Tiac. Donc, à gauche, on a Kai, hein, on a le coquillage. Et yes, LD Seiker, une loi, une règle, un règlement. Hein. Sur la partie droite, on a ces deux traits comme ça. Yes, LD Seiker. Non mais franchement, Yomi-chan, c'est de la balle, quoi. Hein. C'est de la bombe de balle. Moi, à chaque fois, je me dis, putain, mais si quand j'avais 20 ans, j'avais eu ces trucs-là, mais laisse tomber, quoi. C'est les progrès de ouf que j'aurais fait tellement plus vite, tellement plus facilement que juste avec mes pauvres bouquins. Donc, ces deux traits-là, c'est une autre forme du composé épais, ok, qu'on a vu. Vous allez me dire, oui, ça ressemble pas du tout. Ben, je dirais, ben oui, mais c'est pareil. Que ça ressemble ou pas, ça reste quand même un dérivé de l'épée, de la lame, là. Ok? Donc, on a le règlement, la loi, soku, on voit très souvent... oh tiens, il peut se prononcer sonawachi. Nori, je connaissais pas. Alors, notoru, ouais, c'est un verbe un petit peu plus... c'est un verbe chiant en plus, parce qu'il y a ce petit tsu là au milieu qui fait que c'est pas notoru, c'est notoru, mais le petit tsu il est dans le kanji, donc je sais pas, voilà, il est dur à dire. C'est souvent qu'on va dire ni notote, hein, avec deux sauts là, ni notote, hein, pour dire conformément à, selon, voilà, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu, je n'aime pas trop cette prononciation là. C'est un kanji franchement courant. Niveau N2, ouais, absolument. Pourquoi pas N3, éventuellement. En tout cas, voilà. Et voilà, couper les coquillages, c'est réglementé. Pourquoi pas. Moi, je sais plus à quoi j'avais pensé. Je pense que j'avais pensé dans ma story que je m'étais fait, c'était... j'avais dû me faire un truc autour du fait que, à l'époque d'Edo, il y avait des lois, donc des réglementations comme ça, qui déterminaient ce que on appelle ça des lois somptuaires, joli mot, hein, j'avais les jolis vocabulaires que j'avais appris au Langso. Je précise, je bois de l'eau de ma propre initiative, je devrais pas, c'est vous qui devriez me le dire en utilisant les petites ten, les points de chaîne que je vous ai mis. Mais bref. Oui, donc j'avais pensé à toutes ces lois somptuaires de l'époque d'Edo. Une loi somptuaire, ça veut dire une loi qui dicte l'apparence. Hein, qui dit un peu ce qu'on peut faire ou pas. Par exemple, si on fait par exemple une application de la charia où on détermine que toutes les femmes doivent porter le voile, c'est une loi somptuaire puisque ça dicte, ça détermine l'apparence. Et parmi les lois somptuaires qu'il y avait à l'époque d'Edo, il y avait des lois concernant le port de l'arme pour les samouraïs. Les samouraïs, les bushi, ils devaient toujours avoir leurs armes sur eux. Toujours avoir leurs deux armes sur eux. Hein. En vrai, ils se battaient jamais parce que c'était une longue période de paix, parce qu'ils étaient tenus comme ça par la dynastie des Tokugawa, hein, qui leur coupait bien l'herbe sous le pied et les empêchait de se rebeller comme il fallait. Et donc j'avais pensé à cette histoire j'imaginais un samouraï dans la rue, où d'un côté il avait sa bourse avec son argent, parce que vous savez que les coquillages, hein, ça symbolise souvent l'argent, le côté monétaire, et de l'autre côté il avait son sabre, voilà. Même si en vrai, bon, je crois qu'il devait avoir deux sabres, un court et un long, enfin bref. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'avais retenu le truc, voilà. Tu vois, Marmounette, si t'arrives à te faire une image mentale autour de la coupe des coquillages, bon, ce qui semble quand même assez difficile à faire, hein.
Après, tu peux penser aux couteaux. Il y a des coquillages qui sont des couteaux, hein, voilà, qu'on appelle les couteaux. Je sais pas, la réglementation des coquillages, on peut se faire des histoires un peu sympas. Alors, les royaumes imposent des lois, des règles, à la fois avec le pouvoir de l'argent et par l'épée, par le pouvoir de l'épée. Intéressant. Intéressant, ouais, effectivement. Hein, cette idée d'avoir le pouvoir avec l'argent et l'épée. La règle pour préparer des huîtres, c'est de ne pas se couper, d'après Crotte. Écoute, peut-être. Dans le film Tampopo, il y a une Palme d'Or en 1981, qui est une comédie génialissime. Ça s'appelle Tampopo, comme le pissenlit, si je dis pas de bêtises. Ouais, le pissenlit. Vous savez que moi, les noms de fleurs, ça fait beaucoup. Il y a une scène d'un érotisme fou sur une histoire d'huîtres, de jeunes pêcheuses d'huîtres qui, en récupérant une huître, se coupent la lèvre. Enfin bon, bref, vous imaginez le truc. Fantastique film, hein, Tampopo, allez le regarder. Voilà les règles, les règlements, tout ça. Ok, on va continuer. On en a un bien après. Chuck. Même si je le fais de façon très moche. Donc on a d'abord un grand trait en haut, ensuite on a une petite bouche, et après on a une grosse rizière. Franchement, je sais pas quel genre de riz tu vas cultiver dans ma rizière, mais ça va pas être très beau. Comment ça, il me le reconnaît pas? Moi j'ai sans doute encore bien foiré l'ordre des traits. Allez, je vais le retenter un petit coup. C'est con parce qu'il me déduit celui-là, mais il me met pas celui-là. Bon, allez, c'est pas grave. Tchoc. Hop. Entre-temps, vous l'avez peut-être trouvé dans le chat. Je fais un ordre des traits différent. Ça se trouve. Je sais jamais ce que je dois faire en premier là pour la rizière. Je croyais que c'était. On m'avait bâché une fois en me disant qu'il fallait que je fasse le trait vertical là d'abord en premier. Ouais. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Voilà. C'est pas celui-là d'ailleurs. Ah oui, c'est pas vraiment celui-là. Ah oui, mais je suis bête. C'est normal qu'ils me le reconnaissent pas. J'étais un peu en train de me perdre, ouais. Bref, en fait, c'est un composé, c'est pas vraiment un kanji ce que j'ai fait, donc c'est normal qu'ils ne le reconnaissent pas. Parce que le composé que j'ai fait là, je me suis moi-même mêlé les pinceaux avec un kanji qui a. Voilà. Check. Qui a le même sens que le composé. Voilà, cette partie-là, ça veut dire la richesse. La richesse. Ouhou. Et le premier kanji qu'on va voir qui utilise ce composé, donc c'est la richesse avec une épée à côté, un couteau qui coupe. Et on le voit là. Ok. Ah, vite. Alors, est-ce que vous connaissez celui-là? Il est un peu abstrait, mais on le voit régulièrement. Ça veut dire vice, assistant, annexe, hein, comme quand on va dire ou un adjoint, si vous voulez. Hein. On va mettre ça en préfixe d'un titre professionnel, par exemple. Je vais vous dire, le président d'une société, ça va être Shacho. Le vice-président, ça va être Fukushacho. Salut Doomstyle. Fukushacho, hein, le vice-président. Donc Fuku blablabla, ça veut dire le vice blablabla, l'adjoint blablabla. Donc c'est pas le top chef, mais c'est celui d'à côté. Si je dis pas de bêtises, je vais checker, mais je crois que c'est celui de Fukushima. Ah non, Fukushima, c'est un autre, pardon. Me suis trompé. Bref, ils le mettent en N2.
Moi je l'aurais carrément plutôt vu en N3 parce qu'il est quand même assez fréquent. Voilà, donc le vice quelque chose. Vice-président, vice-roi. Hein, c'est pas le vice dans le sens le mal, être vicieux, tout ça. Hein, c'est juste voilà, le fait d'être adjoint, de pas être numéro 1, d'être numéro 2. Donc, oulala, il y en a qui se sont fait du Harry Potter. Harry Potter. Ah, Doomstyle, tu vas corriger tout seul. J'ai pas voulu te corriger parce que je me suis dit, non, il va le voir. Hein, mais effectivement, il est chiant le N, hein, sur ordinateur, parfois, ça tape pas comme on voudrait. Donc, Harry Potter a utilisé l'épée de Gryffondor pour couper la... alors, la richesse qu'il avait obtenue dans le fait d'avoir gagné la coupe de Quidditch et pour partager avec le vice-capitaine. Mais déjà, ça correspond pas à un truc qui se passe dans Harry Potter, donc c'est un peu compliqué, je trouve. Alors, le gars riche avec l'épée et le vice-capitaine. Déjà là, je trouve que ça marche un peu mieux. On peut effectivement imaginer... Enfin, moi, avec mon idée des samouraïs, je pense que j'avais dû me faire un truc comme ça. Avec l'idée que le samouraï, toujours, qui avait son épée à droite, là, et qui avait pas mal d'argent, c'est le... C'est gentil de pas s'y faire coucou Doomstyle. Merci à toi. C'est toujours l'idée que c'était quelqu'un d'important. Donc là, que c'était peut-être le vice-président, le vice-shogun, ou je sais pas quoi. Je m'étais fait une histoire comme ça. Voilà, le vice-roi, ce genre de choses. Donc c'est pas évident. Peut-être que vous pouvez un truc avec le vice quelque chose. Mais il n'est pas évident à mémoriser. Pourtant, c'est un truc qu'on voit voilà, assez fréquemment. Alors, là, celui-là, je l'aime bien parce que c'est un candidat que j'oublie pas. T'imagines un mec à côté du roi debout avec son épée à Evelyn, ouais, ça marche bien ça. Effectivement, tu peux dire que c'est le vice-capitaine ou le vice-roi qui va défendre le roi s'il se fait attaquer. Donc on a un truc un petit peu bizarroïde là sur la gauche avec une bouche et puis en dessous un truc qui ressemble vaguement à un katakana. Et puis toujours notre épée là. Bon, celui-là, je pense que vous êtes un paquet à le connaître quand même. C'est un truc que disent beaucoup les gens les gens qui veulent pas répondre dans les mangas. Ils vont dire Betsy, non c'est pas ça, non j'ai rien à dire, mais non arrête de m'embêter, oh Betsy. Et oui c'est se séparer, la séparation, Betsu séparément, hein. Diverger, tsundere power, c'est ça un peu. Ouais. Les personnages tsundere font un peu ça. Si les personnages un peu timides. Ça, c'est le seul truc qui m'a agacé dans Komi cherche ses mots. Je sais pas si vous l'avez regardé sur Netflix. Au début, je me disais, bon, ça va me gaver ce truc. Je le regarde juste histoire de regarder quelque chose en japonais, quoi. Parce que, bon, parfois, les trucs de lycée, ça me saoule un peu. Et finalement, je trouvais la série vraiment sympa. Il y a juste un truc qui m'a gavé. C'est un personnage dont j'ai évidemment oublié le prénom. Celle avec des lunettes et des énormes seins, qui est à la bibliothèque là, l'espèce de bibliothécaire. Elle m'a gavé tellement c'était vraiment ridicule à quel point c'était un personnage caricatural quoi. La Megan Echo avec ses énormes bobs, j'étais là mais non arrêtez les conneries quoi. Ah je suis très maladroite. Elle était insupportable. J'ai oublié son nom. Agari, je sais plus. Bref. Wakareru. Hein. Quand il y a un petit point là, ça veut dire que là c'est les okurigana. Hein. Donc si vous voyez ce kanji suivi de reru, ça se prononce wakareru. Si vous le voyez suivi de keru, ça va être juste wakeru. Hein. Et ça veut dire wakeru, ça veut bien dire séparer. Et wakareru, si je dis pas de bêtises, ça veut dire être séparé. Hein. To be apart from, to separate, to break up, to reverse. Ouais, voilà, c'est intransitif. Hein. Et merci Koto pour le follow. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Yokoso. Donc,
Wakare. Tiens. Ah, ça peut aussi se dire être séparé de quelqu'un dans le sens tu perds quelqu'un. To wakareta. Chichi to wakareta, ça veut dire mon père est mort. Enfin bref. Alors, niveau N4. Ouais. Ouais. Parce qu'on est sur un truc franchement bien utilisé. Koto, tu manges devant mon live. Bah écoute, moi j'ai mis en pause mon petit yaourt, mais je vais m'en prendre une petite. Voilà, je vais t'accompagner un petit instant. Et si t'as zéro expérience, c'est pas grave. Hein et ben voilà. Merci Crotte pour le verre d'eau. Tu savais pas que Betsu c'était la lecture on. Bah écoute, moi je m'étais pas trop posé la question, mais c'est vrai que c'est quand même plutôt des sons un peu on. Après, en vrai, je savais pas, mais est-ce que ça t'embêtait? Non, hein. Pas plus que ça. Donc, belle illustration comme quoi se prendre beaucoup la tête avec les notions de on et kun. Au-delà des grandes généralités, il faut savoir grosso modo ce que c'est, mais faut pas s'auto-flageller quand on se dit « Oh mon Dieu, j'ai confondu la lecture on et kun, je pensais que c'était une lecture on ou une lecture kun, ou l'inverse. » Tout le monde s'en fout, hein. C'est pas ça qui fera que vous comprendrez mieux ou moins bien le truc, donc vous stressez pas. Mais c'est bien d'y être sensible. Donc, betsu, betsu, kubetsu suru. Alors, ouais, sabetsu, c'est la discrimination, jinshu sabetsu, le racisme. Seibetsu, le sexisme. Donc, c'est vraiment un mot qu'on voit beaucoup. Kubetsu, une distinction. Donc, cela, il faut les distinguer les deux parce que vraiment, sabetsu, il y a cette idée que c'est une discrimination, quoi, que c'est vraiment pas bien. Et kubetsu, kubetsu, c'est une distinction. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, par rapport à ta question, Crotte, sur les lectures on et kun, oui, en fait, tu as des intuitions, tu sais des choses, hein, parce que, en lecture, grosso modo, les lectures on, elles sont très courtes, hein. Les lectures on, elles font quasiment jamais plus de 2 morts, hein, plus que 2 sons à la suite. Quand tu vas avoir une lecture longue, ou une lecture qui correspond à un verbe comme ça, c'est forcément une lecture kun, hein, ou presque. Hein. Par exemple, voilà, tu as le verbe, t'as le kanji qui veut dire entreprendre, tu vois, bah, sa lecture kun, c'est kuwada teru, kuwada. Ça, c'est forcément une lecture kun. C'est long. Et il y a une conjugaison après, parce que c'est un verbe. C'est du kun. En revanche, sa lecture on, c'est juste ki. Hein, tu vois. Donc, si c'est court, qui a une très faible diversité de sons, c'est le plus souvent des lectures, c'est souvent des lectures on. Si en revanche, ça vous permet de faire des verbes, si c'est utilisé dans des noms propres, si ça vous permet de faire des noms qui tiennent tout seuls, ça peut être souvent des lectures kun. En revanche, parfois, tu vas utiliser tout seul un kanji avec sa lecture on, et ça va te faire un nom. Hein. Je vais vous donner par exemple un petit exemple. Donc, il y a pas de... Les règles ne sont pas absolues, mais c'est bien d'avoir des intuitions. Tu vois, par exemple, ce kanji-là, je fais juste un tout petit aparté. Hein. Celui-là, quand il s'utilise tout seul, la plupart du temps, il va se prononcer N, hein, pour dire une affinité. Une affinité, un rapport entre deux choses, une affinité. Donc, voilà. Mais, par ailleurs, il peut aussi se prononcer tout seul yukari. Hein, yukari, c'est beaucoup plus rare. Et puis, ça peut s'écrire avec d'autres kanji que celui-là. Donc, bon. Voilà. Là, avec l'expérience, c'est évident que yukari, c'est une lecture kun, alors que on, an, kan, tsu, ce genre de son, ça, c'est des sons plus évocateurs de lecture on, quoi. Donc oui, bien sûr, plus vous allez apprendre de vocabulaire, plus vous allez voir les choses, plus cette intuition des lectures, elle va vous venir, bien entendu. Voilà, pourquoi la lecture on, je rappelle, pourquoi c'est moins varié
pourquoi c'est moins long hein, que les lectures purement japonaises qui sont les lectures kun, c'est parce que c'est importé du chinois et c'est une simplification des sons chinois. Voire même, je sais qui, il y avait quelqu'un qui était venu, j'ai oublié qui c'était, qui était venu à un chat une fois, mais c'était, il y avait quelqu'un qui nous avait, qui connaissait très bien le cantonais et qui trouvait que les sons des lectures on ressemblaient pas mal aux prononciations en cantonais. C'était vachement intéressant. Mais bon, je veux pas vous perdre. Merci pour les compliments, Koto. Je ne suis pas professeur de formation, mais je suis professeur dans les faits, puisque j'ai des élèves, effectivement. Tout à fait. Et merci de me dire que j'explique correctement. J'essaie de ne pas dire trop de bêtises. J'en dis parfois, hein. Ça arrive. mais voilà. Alors. Donc, Betsu Betsu, on y est toujours. On va quand même avancer, hein, au bout d'un moment. Ouh là là, faut que je redimensionne ma fenêtre là, c'est pas bien. Choc. Alors, Betsu séparé. L'otage à la bouche lié a été séparé de son épée. Ah oui, il a utilisé le sens... c'est compliqué, hein, le sens qu'a mis Heissig sur ce truc-là. Il a mis le sens d'être lié, d'être ligoté. Je le trouve pas facile. Moi, souvent, je pense à une petite serpette. Vous voyez, comme une petite faux, un truc qui permet de faucher les blés. Voilà, donc l'otage, voilà. C'est vrai qu'en plus, ce truc-là, ça ressemble un peu à un bonhomme. Je sais pas pourquoi. Une personne, je sais pas, assise à quatre pattes... J'ai aucune idée du moyen mnémotechnique que je m'étais mis moi pour l'apprendre ce truc, parce que je vous dis, visuellement je le trouve tellement distinct, je trouve qu'il a vraiment sa propre identité visuelle ce truc, comme je suis assez visuel, ce qui n'aide pas tant que ça pour les kanji, hein, parce que le champ visuel enfin la mémoire visuelle n'est pas une mémoire hyper puissante en fait. Mais bon bref. Alors... Ouais, donc toujours l'idée d'un samouraï qui est ligoté, qui crie avec sa bouche, et qui est, voilà. Vous pouvez peut-être faire un truc avec l'histoire de la séparation, enfin, peut-être que je m'étais fait une histoire du genre... Ah oui, je pense que je m'étais fait un truc comme ça. En fait, ça me faisait penser, c'est un petit peu gore, hein, voilà. Ça me faisait penser à la moitié d'un corps. Donc un corps humain qui avait été coupé en deux. Genre, il n'y a plus que le haut, vous voyez, qui avait été coupé en deux par un sabre. Donc vraiment, toujours mes histoires de films de samouraï. Je sais pas, j'étais bien branché samouraï quand j'ai étudié ce truc-là. Donc ouais, j'imaginais un samouraï qui, avec son épée, coupe un corps en deux. Et donc l'idée de séparer les deux parties du corps. Ouais, je crois que c'était ça. Je m'étais fait un truc bien visuel là-dessus. Voilà. Choto kawaii kedo ne. Alors, le prochain, il est très facile à dessiner. Ah, et toi aussi, Evelyne, la tête séparée, ouais. Pour ça, faut oser faire des trucs qui sont parfois... Là, vous allez dire, putain, là, j'ai un truc qui me vient, mais c'est crado, soit c'est violent, soit c'est sexuel, ce genre de truc. C'est pas grave, vous n'êtes pas en train d'écrire un bouquin pour que d'autres personnes apprennent les kanji. C'est pour vous. Hein. Donc faites un truc bien pour vous, faites un truc qui marche pour vous. Faites une histoire mnémotechnique pour vous. Donc c'est celui-là que j'ai très mal dessiné, ça ressemble à peu près à un T. Bon. Et non, ce n'est pas un kana, c'est bien un kanji. Qu'est-ce qu'il veut dire, notre ami là? Ça veut dire une rue. Hein. Souvent ça veut dire un quartier. Voilà, une délimitation administrative dans une ville, ce genre de choses. Il a d'autres sens, ce kanji. D'autres sens que j'ai pas... Ouais, quant à ce que ça retient mieux, effectivement. Traumatisez-vous, comme le suggère Evelyne. Si vous vous traumatisez un peu, si vous dites « Oh putain, ce kanji, là, il m'a choqué, là, j'étais trop... C'était... Voilà. C'est effectivement, hein, ça, vous allez vous dire à ce truc-là, ou voilà, en bien ou en mal, hein, faites-vous des blagues aussi. Bref, amusez-vous à faire ça. Hein. Donc,
notre T, là, qui est qui indique les villes, les arrondissements. Ward en anglais, c'est un arrondissement. Alors, c'est aussi le compteur pour ouais, les armes, Ah oui, en plus, j'avais oublié, ouais. L'autre jour, j'ai voulu m'en servir comme compteur pour les couteaux et ça marchait pas. C'est un compteur pour les armes à feu. Coucou Didox. Bon. Le quatrième signe du calendrier. Ouf. Bref, il nous embête un peu, lui. Hein. Ah oui, compteur pour les blocs de tofu. Ça, c'est bon, ça. Ah là 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 là. Ah ben si ça marche pour les ciseaux. Les shamisen, c'est le compteur pour les shamisen. Bon bref, comme quoi les compteurs, vous ne vous... Oh merci Clément de nous dire un petit coucou, c'est très gentil. Très très gentil. Donc... Ah ouais non mais... C'est pour ça, vous prenez pas trop la tête. Hein. Les compteurs, c'est... C'est what the fuck. Là où il m'ennuie, ce kanji, c'est que j'oublie tout le temps que c'est le... Alors que c'est très simple, hein, que c'est le T de TNE. Un TNE, ça veut dire poli, tout ça. Parce que je pense tellement à sa prononciation Cho, j'oublie qu'il se prononce T. Hein, parce que justement, quand on l'utilise dans son sens de... un peu administratif pour dire Sanchome, par exemple, enfin, ou le... Bref, voilà. Et Hinoto, aucune idée de ce que ça veut dire. On va aller regarder. Ok, donc c'est son usage astrologique. Bon, franchement, m'en fiche un petit peu de tout ça. Hein. Tout ça pour vous rappeler que ça faut pas apprendre par cœur les lectures. Ça, vous allez vous tuer si vous faites ça. Hein. Pantsucho Itokatsu. Bonjour Itokatsu. Pantsucho. J'ai pas la ref, Itokatsu. Éduque-moi, s'il te plaît. Éduque-moi. Ah Pantsu Icho. Ah, d'accord. Tu comptes... Ok, d'accord, ok. Je croyais que c'était le tsu en katakana. Donc tu comptes... tu t'en sers pour compter les petits... les petites tenues, hein. Ok, ok. Merci Tokatsu. Merci de nous éclairer. Alors, on va quand même se regarder moi mnémotechnique, même si bon, visuellement c'est un peu un T. Hein, donc moi j'ai pensé... Ah oui, pardon, ouais, c'est pas une utilisation au compteur. Ça doit être... C'est peut-être... Qu'est-ce que ça veut dire ce Pantsuicho? Déjà, on va tester, on va faire un stress test sur le dictionnaire. Attends. Ah oui, j'ai mis pas dessus. Effectivement. Wearing only a pair of underpants. Tu sais quoi, je vais me le rajouter. Je la connais pas cette expression. Je vais me la rajouter dans mes petites mots de vocabulaire. Merci beaucoup. C'est bon ça. C'est quand j'aurais voulu me l'apprendre dans un animé ce truc-là, avec un truc visuel justement. Un truc qui me choque un peu comme dit Evelyn. Donc, la rue avec un T. Moi, j'y ai pensé parce que j'ai juste pensé à une intersection dans une rue. Hein. Voilà, au bout de la rue, il y a une autre rue, ça fait un T. Voilà. Il y en a qui se sont fait des films sur rue Sésame, ouais. Voilà, deux rues font une intersection en T. Franchement. Itokatsu, dans le genre expression qui... expression qui veulent dire... qui explique qu'on n'est pas très vêtu. L'une de mes expressions préférées, c'est sekirara. Sekirara qui veut dire à poil. Complètement à poil. J'adore ce truc. Je sais pas pourquoi. Sekirara. T'es rouge, nu, et tu répètes 2 fois le mot nu. Donc, j'adore cette expression. Bref. Je commence à prendre un tour qui va peut-être me faire m'obtenir des ennuis avec YouTube. Et sa légendaire politique de modération. Bref. Bref. Donc, notre rue, intersection en T, je pense que vous allez vous en sortir. Hein.
Du coup, on va pouvoir s'en servir de ce petit truc. Ce pan-pan. Ce pan-pan. Ah là là, on pourrait y aller longtemps. Hein. Alors. Pam, 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 pam. Ouh, il a bien été reconnu. Alors, on continue. Donc là, ça veut encore dire la ville. Vous voyez, on a rajouté la rizière à notre. Je dis encore la ville, non, parce qu'avant, on était sur la rue, l'arrondissement, bref, on était plus petit. Hein. Oh, Evelyn, séquence nostalgie, ton premier kanji que tu as appris. C'est ton premier kanji que tu as appris, ça? Non. Bah, t'as commencé compliqué. T'as pas fait d'abord Yama, Kawa. T'as pas fait les pictogrammes? Bon, là, on a notre rizière et on a une rue. Là, c'est la ville japonaise réduite à sa plus simple expression. Hein. Je trouve que ça marche pas mal. Donc, machi. Hein, machi. Choro. Bon, c'est du N4. On est dans quelque chose d'assez fondamental. Alors, vous voyez que c'est pas le seul qui se prononce machi. Vous voyez, là, par exemple, ils ont mis machikado avec un autre kanji qui peut se prononcer machi, qui est un petit peu plus compliqué. Donc, notre village, puisque Haisig a choisi le mot village. Kimi no Iru Machi. Ton manga favori? Ah, je connais pas. Ça raconte quoi, Evelyn, ce manga? La ville où tu te trouves. Alors, streets surrounded by rice fields is why I chose to live in this town. Ah oui, le mec, il s'est mis un chose pour faire cho. Franchement, c'est une connerie de chercher à se mettre en plus des trucs pour retenir la prononciation dans vos histoires mnémotechniques. Je trouve que c'est trop se stresser. Enfin, ça peut pas marcher à tous les fois. Donc, franchement, quand on doit pondre 2200 moyens mnémotechniques personnalisés, c'est beaucoup, quoi. Donc, si en plus vous mettez la pression de dire dans ma phrase, je vais mettre la prononciation. Voilà, je trouve une façon smart de mettre la prononciation. Franchement, vous allez vous galérer, quoi. Surtout si vous faites un truc intensif comme moi j'avais fait, ou moi je m'étais refait. Non, puisque ça faisait quand même 15 ans que j'en avais fait, mais je m'étais fait les 2200 de Joyo Kanji sur 100 jours, à raison de 20 nouveaux kanji par jour, où je devais me trouver une 21 par jour, en fait. Je fais ça sur 104 jours, je crois, à peu près, où je devais me trouver une nouvelle histoire mnémotechnique. Enfin, voilà, quoi. 20 trucs par jour, c'est beaucoup, donc vous stressez pas trop. Hein? Town, has lots of streets and is surrounded by rice fields. Ben oui, évidemment, c'est entouré par les rizières et tout ça. Donc franchement, l'expression la plus simple de la ville japonaise. Mais je trouve que ça marche. Allez, on continue. On a toujours notre rue, avec son intersection en T. Et une bouche. Ouh. Oh, il me l'a même pas reconnu. Hein. Salopard. Bon, je vais le refaire. Franchement. Non, pas mieux, hein. Ah, il me le reconnaît toujours pas. Allez. Donc, celui-là, ça veut dire quelque chose qui est possible. Quelque chose qui est possible, voilà, qui est dans le domaine du possible. Donc, on est sur un truc abstrait, on est sur un kanji vachement important. On doit être sur du N3 ou du N... Ils mettent même pas à quel niveau ça correspond, hein, mais voilà. La prononciation la plus courante, ça va être K. Beki, Beshi, bon, effectivement, on peut le voir pour ça, mais bon, c'est très souvent une prononciation on qui est K. Hein, et le mot que j'avais tapé là pour le retrouver, c'est K. Oh, ils l'ont même pas mis, c'était Kano. Hein, Kano, ça veut dire possible. Quelque chose qui est possible.
hein. Et son contraire, c'est fukano. Voilà, fukano. Hein, donc, ah oui, mauvais ordre d'écriture. Ah, on fait d'abord ça. Ok. Ok, bon, vous voyez, moi je m'en bats un peu les couilles de l'ordre des traits. Heureusement. Donc, pouvoir ou ne pas pouvoir. Je peux manger des clous. Ok. Le mec, il a mis un clou. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, oui, parce que effectivement, Heissig, il avait mis que pour faire un truc plus visuel, il mettait le sens de petit clou à ce kanji, à ce composant, pardon, rue, là. Voilà. Donc on peut manger des petits clous. Bah, si vous êtes comme moi de la génération Ulysse 31, ça va vous rappeler Nono le petit robot. Et puis voilà. Qui aimait bien manger des petits clous. Hop. Bon. On va voir si là ça va aller mon ordre des traits. En fait, ce que j'aime pas, c'est. Bah oui, effectivement, c'est Kugi, si je dis pas de bêtises, Itokatsu. Hein, le, le clou. Et donc, Nono le petit robot. Merci pour la commande, Koto. Je suis encore assez noob avec tout ça. Bref, le prochain, il est rigolo. Oui, ce que je disais, c'est en fait, généralement, souvent les trucs où je me plante dans l'ordre des traits, c'est quand l'ordre des traits d'un kanji fait qu'on ne dessine pas un radical d'une seule traite. Tu vois, là par exemple tout à l'heure, dans l'ordre des traits, c'était d'abord ce trait-là, après la bouche et après ce trait-là. Or, moi, tu vois, mon composant, là, j'ai envie de le dessiner d'une traite. Je fais ce que je veux. Eh ben non, c'est damé. C'est damé. Donc, celui-là. T'inquiète, marmonnette. J'avais le même 45 tours. Itadakimasu. Si vous avez regardé mes lives sur Boku no Natsu Yasumi, à chaque début de journée, avant le petit, et à chaque fin de journée, avant le repas, c'est Itadakimasu, je reçois avec humilité. Ça veut aussi dire, voilà, le sommet de la tête. Hein. Là, on a Itadaki. Bref, donc le verbe Itadaku, le cho, ils nous le mettent en N3, j'aurais plutôt vu en N2 lui, quand même. Hein. Cho comme dans Chojo, le sommet. Le sommet. Ciao Didox, à bientôt. Alors chodai, chodai c'est un mot. Pardonnez mon langage, mais je trouve que c'est un peu un mot de merde. Hein. C'est le mot que tu connais pas quand tu arrives au Japon, puis tu vois que tout le monde utilise ça à la place de kudasai, et tu comprends pas ce que c'est, puis après grammaticalement tu te rends compte que c'est un nom. Bref, donc bon. Je vais pas trop vous en parler parce que je l'aime pas du tout ce mot. Itadaku, hein, celui-là en revanche je l'aime beaucoup. Du keigo, qui veut dire recevoir. Hein, Itadaku, c'est quand on reçoit de quelqu'un qui est au-dessus de vous, en termes de respect. Hein. C'est la forme respectueuse de morau. Moraimasu, itadakimasu. Je reçois et je marque le fait que je suis dans une position d'infériorité par rapport à la personne qui me donne. Yama no itadaki. Le sommet de la montagne, c'est joli ça. Et donc pour notre dernier petit kanji, donc notre cher Heissig, il a utilisé voilà le sommet du crâne comme. Moi j'adore pas le fait qu'il ait choisi ça parce qu'il y a un autre, hein, voilà, il y a Hitai, hein, Gaku, qui veut dire le front, qui utilise la même partie droite, la tête, et donc je suis toujours un peu, voilà, il y a toujours une confusion dans ma tête à cause de la proximité visuelle de ces deux kanji et la proximité des mots-clés. Donc j'aime pas beaucoup. Mais bon, allez, on a notre clou.
et on a la tête. Hein. Ça veut dire la tête en tant que radical. Donc, imaginez quelqu'un qui... Ok, là, le gars, il imagine quelqu'un en- qui reçoit humblement et qui fait une telle courbette qu'il pourrait planter un clou avec sa tête par terre. Donc, if I put a street sign on my head, what do I get? A place on the head. Oh, lui dit si je mets un signe de rue, une plaque de rue sur ma tête, ça désigne l'endroit au sommet de ma tête. Ok, ok. Je l'aime bien, lui. Je l'aime bien, lui. Oh, ceux qui sont trop longs, j'ai jamais envie de les lire là. Nail the page to the wall, place a bounty on the head. Oh, intéressant. Lui, il dit, donc il prend le clou, là, le sens de clou, et il dit, vous allez clouer cette page, parce que voilà, ça veut dire la tête, mais le kanji tout seul, c'est Peiji, hein, la page. Donc, vous allez, je reprends le truc, voilà, vous allez clouer la page sur le mur, et ça revient à mettre la tête de cette personne à prix. Ça veut dire, vous avez les posters Wanted. Ciao Evelyn, à bientôt. Voilà, comme un poster Wanted. Donc c'est... Ok, j'ai un nouveau follow, merci Toto Chounette. Merci beaucoup. Désolé, je suis moins enthousiaste que tout à l'heure parce que le dernier follow que j'ai eu, c'était quelqu'un que j'ai dû bannir. Mais si ce n'est pas ton cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Voilà, ça je trouve ça intéressant. Peut-être imaginer le fait de clouer une affiche au mur avec un poster Wanted et le clou il est au sommet de la tête. Ça peut peut-être marcher aussi. J'aime bien. C'est visuel, ça marche. Et puis les amis, on arrive à la fin de la leçon 5. On aura fait une petite dizaine de kanji. Moi je trouve que c'est pas mal. Hein, voilà. Donc, demain, vous en allez pas tout de suite là, parce que demain, je vais faire une chanson, et je vais faire une chanson d'un film Ghibli. Je vais faire la traduction de chanson de Itsumo Nando Demo, ou Itsumo Doko Demo, je suis plus sûr du titre. Bref, la chanson de fin du voyage de Chihiro. Donc venez, c'est une très jolie chanson avec des paroles pas trop compliquées. Et voilà, comme ça, en plus vous la connaissez peut-être, donc on pourra tous chanter ensemble. Voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme vous pouvez, même si c'est simplement en vous abonnant un peu partout. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide énormément. Voilà, à bientôt, tchuss, matane.